Alors, le partenariat de Ouagadougou est un mouvement dont on est extrêmement fier, qui existe depuis 2011. Et le constat avait été fait à l'époque que la région d'Afrique de l'Ouest francophone était la région qui avait les pires indicateurs en termes de santé et de mortalité maternelle et infantile. Et c'est aussi une région dans laquelle les investissements ne sont pas, en termes de santé maternelle et infantile, ne sont pas au même niveau que dans les pays anglophones d'Afrique par exemple. Et donc nous avons un groupe de bailleurs de fonds et un groupe de 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone, donc Bénin, Burkina, Niger, Mali, Togo, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, qui se sont unis en mouvement et qui travaillent justement à rehausser la planification familiale et les politiques et les programmes de planification familiale au sein de nos pays. Alors, ça a été créé en 2011 lors de la conférence internationale sur la population que le Burkina Faso avait organisée, d'où le nom justement de partenariat de Ouagadougou, parce que c'est là-bas qu'il a été créé. Et le Burkina Faso est un des pays, on va dire, très progressistes sur la question des droits des femmes, l'accès des femmes aux soins, et donc sont un peu le fer de lance et la locomotive de ce partenariat-là. Alors, nos priorités sont quelque peu différentes de celles qu'on avait en 2011. En 2011, la priorité, c'était vraiment d'agir. La phase s'appelait justement « Urgence d'agir » pour essayer de faire remonter les taux de prévalence contraceptive, de faire baisser les indicateurs de mortalité maternelle et infantile. Aujourd'hui, en 2022, on a quand même passé un cap, une certaine maturation, on va dire, par rapport à nos programmes et nos politiques de santé maternelle et infantile dans nos 9 pays. Et donc, la priorité en ce moment est donnée à la voix de la société civile dans ce mouvement et l'apport qu'ils peuvent avoir non seulement en termes de mobilisation de ressources, mais également en termes de plaidoyer pour l'appropriation de certaines politiques de santé. On a une meilleure idée de ce qui marche, justement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir émuler d'un pays à l'autre les bonnes pratiques en termes de planification familiale. Une autre grande priorité pour nous, c'est aussi la jeunesse. C'est eux qui sont et qui devraient être aux commandes de leur santé reproductive. Et donc, nous avons un programme qui leur est spécialement dédié et on voudrait justement qu'ils soient, en plus de bénéficiaires dans les centres de santé, qu'ils puissent aussi être des acteurs de changement sur ce que nous voulons. Quand on voit, je vois par exemple très souvent les faits divers et les cas en ce moment qui est très connu malheureusement à Dakar en ce moment, le cas de la jeune femme décédée dans un hôpital. Donc toutes ces questions de prise en charge, non seulement au moment de l'accouchement, mais bien avant aussi. Et on pense que ce sont les jeunes, en étant acteurs de changement, qui peuvent justement révolutionner ces politiques et ces programmes de santé de la reproduction. Une autre priorité que nous avons, c'est aussi la planification familiale en contexte humanitaire. Parmi nos 9 pays, 3 d'entre eux ont subi très récemment des perturbations au niveau politique et sécuritaire. Il y a aussi les changements climatiques qui font que, par exemple, quand vous prenez le Sénégal, au nord du Sénégal, au moment des inondations, vous avez des populations entières qui se déplacent. Et donc forcément, il y a beaucoup moins d'accès pour les femmes aux services de santé, aux services de planification familiale et même les services d'accouchement. Donc c'est de pouvoir travailler sur la planification en contexte de crise, en contexte humanitaire, que ce soit une crise sanitaire comme le Covid, une crise climatique, une crise politique et sécuritaire, et s'assurer justement que les femmes, même en tant que déplacées internes, en tant que réfugiées, puissent quand même avoir accès à des services de planification familiale de qualité et qu'ils soient à proximité. Alors, d'après ce que j'en sais, parce que je sais que c'est encore à un stade où les choses sont encore en train d'être enquêtées, d'après ce que j'ai compris, les rapports et les enquêtes sont notamment en ce moment au niveau de la présidence et au niveau du ministère de la Santé, mais ce sont des cas, et bien que le partenariat de Ouagadougou, lui, se focalise beaucoup sur la planification familiale, ces questions justement de
perturbations au niveau du système de santé nous touchent également énormément parce qu'on sait que quand le système de santé n'est pas robuste, forcément ça a un impact sur les femmes et sur la santé reproductive des femmes. C'est un cas extrêmement grave et malheureusement je pense que le pire c'est qu'on en est même plus surpris au niveau du Sénégal quand je lis sur les réseaux sociaux et les différentes réactions. On a eu tellement de témoignages de jeunes femmes à qui il est arrivé des incidents pareils ou même pires, parce que parfois on peut se dire que pour celles qui n'ont pas perdu la vie, en tout cas, elles vivent ensuite avec des traumatismes qui les suivent toute leur vie. Et donc c'est extrêmement dommage qu'on en soit encore en 2022 dans un pays qui aspire à l'émergence, à ce que la santé de la reproduction, qui touche justement toutes nos femmes en âge de procréer, soit aussi problématique. Et que voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de sanctions, en tout cas. Je pense que c'est aussi une question non seulement d'humanité, mais une question aussi de pouvoir de pouvoir sanctionner et que le personnel soignant, je pense que moi c'est un peu ce que j'attends, à ce que le personnel soignant qui soit qualifié, qui est très humain et qui est dédié à cette cause-là, puisse monter au créneau, monter au front et dénoncer certains actes justement qui conduisent à des drames pareils. Alors absolument, c'est vrai que pour ce qui est des hommes, on a très souvent tendance, et c'était le cas au tout début, à traiter la question de planification familiale seulement sous l'angle de la femme, alors que c'est vraiment des décisions qui se prennent en couple. Et donc l'homme a sa part à part entière justement dans ces décisions-là et dans l'accompagnement qu'ils font par rapport à leur conjointe, par rapport à leur femme. Et donc c'est de mettre les hommes au centre aussi de la prise de décision, qui revient à la femme, d'accord, mais qu'ils puissent avoir un rôle, qu'ils puissent soutenir justement les femmes. Et c'est là qu'on reconnaît aussi toute l'importance des leaders religieux. Nous sommes dans des pays qui ont des contextes où la foi est extrêmement forte. Au Sénégal, il suffit qu'un marabout, une famille maraboutique décide justement de soit condamner ou en tout cas de prêcher pour la planification familiale pour que ça puisse débloquer beaucoup de portes. Et donc il y a un travail énorme que les partenaires font depuis plusieurs années avec les leaders religieux pour essayer de comprendre justement si la planification familiale est en adéquation avec les différentes religions au niveau de nos pays. Et on se rend compte qu'en tout cas pour ce qui est de la religion musulmane, on a beaucoup de leaders religieux avec lesquels on travaille, parfois qui font des prêches ou parfois qui travaillent rien qu'entre eux à se convaincre parce que la communauté religieuse est très grande. Et on se rend compte justement que sur la base de hadiths par exemple, il y a des éléments dans le Coran par exemple qui appellent à au moins espacer les naissances pour la santé de la mère, pour la santé de l'enfant. Donc je pense que c'est surtout sous ces angles-là qu'on essaie d'interpeller les religieux pour éviter justement les mariages précoces, pour pouvoir justement aussi guider, parce que c'est très important quand on parle de reproduction, malheureusement dans nos pays très, très souvent sur le plan social, ce sont des discussions qui n'interviennent pas au sein de la famille, qui n'interviennent pas forcément à l'école. On sait qu'il y a eu beaucoup de restrictions sur le fait de pouvoir parler de reproduction, de santé de la reproduction dans les écoles. Alors si on n'en parle pas dans les écoles, qu'on n'en parle pas dans la famille, les informations que les jeunes ont, ils les trouveront dans la rue, ils les trouveront dans les réseaux sociaux. Ce ne sont pas forcément les bonnes informations, donc il faut pouvoir avoir des informations fiables. Et je pense que c'est aussi un des rôles que les religieux peuvent jouer dans l'accompagnement qu'ils ont au moment du mariage, par exemple, par rapport à ces jeunes couples et la pratique de la planification familiale. Alors, les plus grands défis, ils se trouvent à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a la question du financement qui est extrêmement importante. Les bailleurs de fonds, on sait, ont fait énormément d'efforts et ont non seulement maintenu, mais augmenté aussi le financement qu'ils apportent à nos pays par rapport à la planification familiale et la santé reproductive de façon générale. Mais il faut comprendre justement, et je pense que le Covid l'a démontré, ils ont aussi énormément de défis à leur niveau. Et donc le financement qu'ils apportent, l'aide extérieure, devient de plus en plus compliqué pour eux de justifier.
Et c'est là qu'il est extrêmement important, et c'est ce que notre mouvement prône, qu'il y ait un accroissement de la mobilisation de ressources et les financements internes, les financements domestiques, et donc que nos pays puissent reconnaître, ils l'ont déjà reconnu, mais au-delà de reconnaître l'importance de la planification familiale, des programmes de santé, de la reproduction, qu'ils puissent également mettre la main à la poche. Et malheureusement, c'est vrai que dans les budgets des ministères de la Santé, parce que la planification familiale est jugée comme étant préventive et non curative, ce n'est pas forcément le domaine de santé prioritaire pour les ministères de la Santé. Et ce serait vraiment de faire ce plaidoyer-là pour que le financement en interne, rien que l'achat des contraceptifs par exemple, soit assuré par nos pays. Beaucoup de partenaires assurent les financements de ces produits contraceptifs et je pense qu'il serait primordial que nos pays puissent assurer ces financements-là. Donc il y a le financement comme premier défi. L'un des deuxièmes défis, c'est les normes sociales qui parfois empêchent justement les couples ou les familles qui sont moins bien informés ou les femmes qui ne sont pas assez informées justement de la possibilité, l'accès aux produits contraceptifs et aux services de contraception. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de rumeurs, beaucoup de tabous sur la planification familiale, notamment sur l'utilisation de certaines méthodes qui pourraient rendre stérile d'après certaines personnes par exemple, ou que ce sont des moyens de donner à la femme l'opportunité de vivre dans la débauche alors que pas du tout. Donc ça c'est un défi aussi par rapport aux rumeurs, par rapport aux tabous, par rapport à l'idée justement que notre société se fait parfois de la femme et de son rôle. Et ce rôle-là, il évolue depuis plusieurs années et ce serait de pouvoir accompagner justement cette évolution-là avec la possibilité et l'accès d'avoir le moyen justement d'utiliser des contraceptions, de pouvoir planifier sa vie, pouvoir planifier sa famille, d'éviter les grossesses non désirées. On en a beaucoup parlé pendant le lancement du rapport avec UNFPA il y a quelques semaines justement sur les grossesses qui sont non intentionnelles. Et quand on sait, je pense que c'est quand même assez dramatique de se rendre compte que 50% des grossesses ne sont pas planifiées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas voulues, d'accord, mais je pense que tout ça révèle justement de toute l'importance des programmes de planification familiale dans nos pays. Alors, le message qu'on voudrait lancer, c'est que déjà, je pense que l'opportunité, on vous remercie énormément, de pouvoir mieux faire connaître le partenariat de Ouagadougou, parce que c'est quand même un mouvement dont on est extrêmement fier. Pour les Ouest-Africains et par les Ouest-Africains, ce qui est très important, c'est un mouvement francophone et qui a eu énormément de succès jusqu'à présent. Il faut savoir qu'on est l'une des rares régions qui a pu atteindre et même dépasser les objectifs qu'elle s'était fixés, parce qu'il y a une initiative au niveau global qui se tient également, et les pays d'Afrique de l'Ouest francophones, donc du partenariat de Ouagadougou, sont parmi les seuls à avoir atteint leur objectif, donc on en est extrêmement fiers. Mais je pense que le signal d'alarme un peu, ce sur quoi on voudrait attirer l'attention, c'est vraiment ce besoin de financement interne et domestique. Et que non seulement, je pense que ce n'est pas seulement le travail du ministère de la Santé, je pense que le ministère de la Femme, le ministère de la Jeunesse et le ministère des Finances aussi sont interpellés sur non seulement les niveaux de financement par rapport à la planification familiale, la possibilité d'avoir des programmes d'éducation justement sur la santé reproductive, on pourrait l'appeler comme santé et éducation à la vie familiale comme dans beaucoup de pays par exemple, mais que l'accès à l'information et le financement sont absolument primordiaux au succès de ces programmes-là. Et je pense qu'on n'a vu aucun pays jusqu'à présent pouvoir émerger si la santé des femmes n'est pas garantie. C'est quand même la moitié de la force de travail dans nos pays. Je pense que c'est une ressource, les femmes sont une ressource, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, et ce serait absolument dommage qu'elles ne puissent pas participer ou être actives dans la vie parce que justement elles sont contraintes par des questions de natalité ou de ne pas avoir les bons accès ou les bonnes informations pour planifier leur famille. Est-ce que ça les oblige par exemple de devoir rester à la maison et de ne pas être actives et de ne pas être autonomes. Donc le grand cri, c'est vraiment que les différents ministères de façon multisectorielle puissent travailler ensemble à faire de la planification familiale une priorité, et c'est le seul moyen, je pense, en tout cas l'un des moyens avec l'éducation pour arriver justement à l'émergence à laquelle on tend énormément.
Alors mon dernier mot, c'est merci beaucoup à Mani TV de bien vouloir avoir initié cette rencontre. C'est très important, c'est vrai qu'au niveau global et au niveau international, on est quand même relativement connus, mais on tendrait justement à ce qu'il y ait plus d'appropriation au niveau national et au niveau régional de notre mouvement. Et on invite vraiment les partenaires, surtout les organisations, que ce soit la société civile locale ou les organisations de mise en œuvre, les associations de mise en œuvre locales, de se rapprocher du partenariat de Ouagadougou. C'est vraiment l'affaire de tous. Et plus on aura des parties prenantes qui seront impliquées, et surtout la société civile, je pense qu'ils ont un rôle absolument primordial à jouer dans ce mouvement-là, et vraiment les inviter à nous rejoindre, que ce soit la société civile pour la planification familiale, mais on sait qu'on voudrait aussi pouvoir travailler avec ceux qui œuvrent dans l'éducation, par exemple, le maintien de la jeune fille en milieu scolaire, sur les associations qui œuvrent aussi sur les violences basées sur le genre, ou l'autonomisation de la femme, parce que pour nous, une femme éduquée en général justement est très au fait des différentes options qu'elles ont pour leur vie reproductive, et donc d'inviter toutes ces associations et ces membres de la société civile à rejoindre le mouvement qui est le partenariat de Ouagadougou.